En rassemblant autour de lui ces 18 États, le président français veut sans doute affirmer sa prééminence dans la guerre qui s'annonce. Sa guerre. Quand la conférence a décidé de mettre en œuvre la résolution de l'ONU, il a annoncé à ses partenaires que les avions français étaient dans le ciel libyen. Et avant que le sommet s'ouvre, il leur dit dans la matinée, moi, je tiens à ce que les avions français interviennent en premier. Voilà. Manifestement, ça n'a pas été jugé militairement indispensable par les autres. Hillary dit très bien, mais nous, nos missiles Tomahawk, ils commenceront à partir à la tombée de la nuit. Donc on commencera à détruire les défenses antiaériennes libyennes actives. Nous aurions pu avoir des pilotes et des avions abattus par les batteries antiaériennes de Kadhafi qui fonctionnaient encore le 19 mars et qui ont d'ailleurs tiré sur nos appareils. Sauf simplement qu'on a fait le choix, et nos armements le permettaient, de bombarder le plus haut et de garder malgré tout une précision. Pendant ce sommet, j'ai été au téléphone pas moins de 25, 30 fois. Et finalement, j'ai reçu un appel du prince Abdullah bin Zayed, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Il est sorti de la réunion, en plein milieu. Il m'a dit, Mahmoud, ne t'inquiète pas. Le premier message arrivera devant Benghazi avant que le sommet ne soit terminé. J'ai téléphoné à Benghazi et je leur ai dit, les gars, soyez patients. À 16h45, les rafales français ouvrent le feu sur les chars de Kadhafi qui se trouvent à 15 km de Benghazi. Quatre chars sont détruits. Des téléphones portables saisissent la scène. La ville explose de joie. À 21h, les États-Unis et l'Angleterre entrent en action à leur tour, détruisant la défense anti-aérienne. La guerre de Libye commence. Dans les jours qui suivent, un déluge de feu s'abat sur les centres de commandement, les batteries antimissiles, les bases militaires. Une semaine après le début de l'intervention, 1600 sorties aériennes ont été effectuées, dont les 2/3 américaines. Le palais caserne du guide libyen, Bab el Aziza, n'est plus que ruine. Kadhafi va fuir, son entourage le trahir, un coup d'État survenir, pense-t-on, dans les états-majors. J'ai eu des discussions à différents niveaux, certaines avec des gens des services secrets ou des gens impliqués dans les opérations militaires. Eh bien, ils pensaient que ça allait prendre 10 jours, 2 semaines ou plus. Certains en étaient sûrs à 100%. Je leur ai dit, c'est une blague, vous n'y pensez pas. Ça prendra au minimum 6 mois. Il y a toujours des gens très optimistes qui pensent que ça va durer 3 jours ou 4 jours, mais les plus sérieux pensaient qu'il faudrait du temps. C'était une course contre la montre. Il fallait lui porter des coups très durs le plus vite possible, de façon à ce que le temps se mette à compter pour lui autant que pour nous. Vous savez bien que l'usure du temps pouvait être terrible pour la coalition. Kadhafi ne plie pas, appuyé sur des tribus fidèles, contrôlant la moitié du territoire, matant dans l'œuf les trahisons, changeant de maison chaque nuit.
40 ans d'un pouvoir chaotique sont la meilleure école de survie. Les stratèges espéraient que l'appui aérien donnerait au sol un coup de pouce décisif aux combattants rebelles pour avancer vers Tripoli. Or, un mois après le début des frappes, le front n'a bougé que de quelques kilomètres. Il y avait aussi des limites à ce qu'on pouvait faire avec l'opération Protecteur unifié. Parce qu'on menait nos opérations depuis les airs et la mer, et beaucoup dépendait des progrès au sol des combattants du Conseil national de transition. Là où j'étais perplexe, c'est quelle est la capacité effective des opposants rassemblés autour du CNT, mais pas seulement de lui, rien n'était vraiment établi à cet instant, de devenir du jour au lendemain des militaires. Enfin, du jour au lendemain, en tous les cas, rapidement des militaires. Et je dois reconnaître que les premiers jours, on a vu des gens à la fois courageux, de l'allant, mais avec une organisation et une logistique, somme toute, très réduite. Le premier avion qui a été abattu dans le ciel, c'est un avion du CNT par des forces du CNT. Les armes de précision ainsi que les critères de ciblage que nous utilisions rendaient plus difficile de dégrader les capacités du régime de Kadhafi. J'ai toujours beaucoup insisté sur le fait que nous devions minimiser le nombre de victimes civiles. Indépendamment de la dimension morale, c'était politiquement nécessaire pour maintenir plus facilement la coalition internationale, en particulier avec les pays arabes. Un mois et demi depuis le début des frappes. Même si l'époque des bains de foule est révolue, Kadhafi s'offre une parade, en plein jour, dans les rues de Tripoli, entièrement sous son contrôle. Il peut savourer chaque jour gagné. Sa stratégie? Tenir. Car ses ennemis, il le sait, ne pourront pas le combattre indéfiniment. Face aux avions et aux hélicoptères, ses troupes subissent des pertes, mais elles résistent. Mieux, elles se camouflent. Troquent leurs chars pour des pick-up, recrutent des milliers de mercenaires, se cachent à côté d'écoles ou de mosquées. Kadhafi était aussi un redoutable adversaire, ne serait-ce que parce qu'il ne s'embarrassait d'aucun état d'âme. C'est-à-dire que c'était un cynisme qui confinait à la folie, parce qu'il n'avait pas de limite, mais qui en même temps était extrêmement dangereux pour des adversaires qui, eux, avaient des limites. Sur la base de Solenzara en Corse, le président français rend visite aux pilotes qui mènent jour après jour d'harassantes missions dans le ciel libyen. Il se trouve bien seul. Cette guerre dont il a fait une affaire personnelle est de plus en plus critiquée. Il y a eu des moments, on voit bien, les médias en particulier, qui au début saluent l'intervention, et puis dès que passent quelques semaines, commencent à expliquer que c'est un échec parce que le temps joue en faveur de Kadhafi, qu'on s'enlise, etc. Bon, il faut résister à cette pression psychologique. Il imagine peut-être un peu plus un scénario d'échec. Comme le dit Sarkozy un jour, c'est ça moi qui me semble le plus frappant. Les Libyens lui disent, à travers vous, Monsieur le Président, nous remercions le peuple français qui tout entier nous a apporté la preuve de sa fraternité. Et Sarkozy leur dit, mais attendez les gars, vous rêvez? Le peuple français, mais non. Sarkozy sait très bien que son propre parti est contre, que le Quai d'Orsay traîne les pieds, que la superstructure du ministère de la Défense, pas les militaires, mais l'appareil, voit ça avec beaucoup de circonspection. Même la coalition s'affaiblit. Les États-Unis, qui n'assurent plus qu'un appui logistique, se mettent à douter de l'issue de l'affrontement.
Quand nous avons participé à la première réunion ministérielle, le 14 avril à Berlin, nous sommes rentrés à Washington et nous avons dit, vous savez, ces ministres des Affaires étrangères se réunissent, mais il serait probablement judicieux de savoir ce que nous essayons de faire, quel est notre objectif. Et notre idée, et au sein de la communauté internationale aussi, c'était que ça se finirait par un cessez-le-feu, sous l'égide de l'ONU, mais pas par une défaite militaire de Kadhafi. Tunis, base arrière du CNT en charge de l'ouest libyen. Ici apparaît une issue pour peut-être sortir du statu quo militaire. À son origine, deux responsables du CNT. L'un est un généticien revenu du Canada pour soutenir la révolution. L'autre, le patron d'une entreprise de restauration collective qui a accès au tout Tripoli. À l'image de cette révolution hors norme, l'alliance de deux révolutionnaires improbables. C'était un 15 mai exactement. J'ai rencontré Abdelmajid Mlekta. Il m'a dit « Je reviens de Tripoli ». Il y avait passé 2 mois. Il m'a dit « Je dispose d'énormément d'informations sur les forces de sécurité, comment elles fonctionnent. Et j'ai monté un réseau d'espionnage, grâce auquel je crois qu'on pourrait prendre Tripoli. » Tripoli, c'était vraiment le dernier bastion de Kadhafi. Si Tripoli tombe, tout le système s'écroule. On a rassemblé toutes les informations, les nombres d'agents, les voitures, les bases, tout. On les a localisés sur Google Maps, on a tout mis sur une clé USB et on est parti. Nous nous sommes envolés pour Doha pour rencontrer Mahmoud Djibril. Nous l'avons vu dès le lendemain et nous lui avons expliqué le plan. Les Libyens ont résumé leur plan sur un simple PowerPoint. Celui-ci prévoit le soulèvement de cellules dormantes dans la ville, simultanément à des frappes aériennes sur 300 objectifs identifiés par les deux hommes. Ainsi qu'une attaque depuis les montagnes de Nefouza, situées à 150 km au sud de Tripoli et que la rébellion contrôle en partie. Simple, mais impossible sans l'aide des Occidentaux. 2 jours plus tard, les deux Libyens et Mahmoud Djibril rencontrent le président de la République. Il nous a écoutés très attentivement, puis il nous a mis en contact avec son chef des services de renseignement. C'était la première fois pour moi, avec de si hauts responsables, pour leur expliquer ce qu'on voulait faire. Ça a été une expérience étonnante, parce que nous, on n'avait aucune expérience, aucune compétence dans le renseignement. Et là, on se retrouve face à ces grands généraux à essayer de leur expliquer un plan tout simple. On a fait un exposé et on leur a montré le plan sur un vidéoprojecteur. Toute leur équipe écoutait très attentivement. Ça a duré 7 heures. Ils nous posaient des questions sur le moindre détail, point par point. Et ensuite, on leur a expliqué ce dont on avait besoin pour mettre ce plan en œuvre. On a eu un autre rendez-vous avec le président, après la réunion avec les militaires, et il a accepté. À l'Élysée, les officiels étaient très explicites. Ils disaient « C'est évident, on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Kadhafi est très fort, l'OTAN fait de son mieux, mais rien ne bouge. Il faut absolument faire quelque chose. » Je crois que ça a joué en notre faveur, parce que nous, on est arrivés avec ce plan et ils se sont dit « Ok, maintenant au moins on a quelque chose sur lequel travailler. » Difficile d'évaluer totalement les chances de réussite, puisque nous étions obligés de nous en remettre en particulier sur le quadrillage de Tripoli,
à leurs informations, même si nous on avait des informations par ailleurs, elles n'étaient pas aussi fiables et aussi précises. Mais si on leur faisait confiance sur les informations, leur plan paraissait tout à fait sérieux. Othman et son camarade feront encore 5 voyages à Paris pour peaufiner ce plan insolite sur lequel reposent les espoirs occidentaux. De longues semaines de préparation sont nécessaires. À partir de fin mai, les Français effectuent des livraisons clandestines d'armes dans les montagnes de Nefouza, clé de voûte de l'opération. Ils envoient aussi des moyens de communication aux cellules dormantes de la capitale. Mais rien ne serait possible sans un allié précieux. Dans un premier temps, on me dit ça, le Qatar finance la rébellion. Et ensuite, des livraisons d'armes. Alors le schéma va apparaître au fil du temps, des armes françaises transférées au Qatar qui les transportaient vers la rébellion libyenne. Un jeu de rémunération de la France pour ces armes qui impliquerait des revenus libyens tirés du pétrole. Enfin bon, une sorte de schéma triangulaire. À assez haut niveau, côté français, on se sent assez confiant pour dire à une journaliste en off qu'il y a une vraie présence des forces spéciales du Qatar auprès de la rébellion et des Français, des Britanniques, mais me dit-on moins de Britanniques que de Français. Voilà. Sur le plan militaire, les Occidentaux entrevoient une solution, aussi lointaine et incertaine qu'elle apparaisse alors. Ce n'est pas la guerre. C'est l'avenir de la Libye, l'après-Kadhafi, qui les préoccupe le plus. Les doutes s'accroissent sur la capacité d'un CNT déjà en proie à des luttes intestines à non seulement vaincre Kadhafi, mais à gouverner demain un pays tout entier. Sujet d'inquiétude, certaines forces combattantes incontrôlées gagnent en importance. En premier lieu, des islamistes radicaux, minoritaires mais bien présents. Autrefois traqués par Kadhafi et les services occidentaux, ces djihadistes se sont aguerris en Afghanistan ou en Irak. Ironie de l'histoire, ils se trouvent maintenant dans le même camp que cet Occident qu'ils combattaient. Une réalité que nul ne connaît mieux que l'ancien chef des radicaux libyens, devenu informateur des services de renseignement de la coalition. J'ai été sous une énorme pression à cause de cette affaire. J'ai participé à des centaines, littéralement, de discussions là-dessus. J'ai été confronté à plusieurs reprises à des détails embarrassants. C'est pour ça que je ne pouvais pas mentir. Le problème, c'est Al-Qaïda, en tant qu'organisation internationale qui attaque l'Occident partout où c'est possible et tout le temps. Mais là, vous avez un conflit local, avec des djihadistes libyens, mais qui sont nationalistes et qui ne sont pas fichés pour des activités terroristes. Même si ce sont des extrémistes raisonnables. Ça a été très difficile d'en convaincre certains services secrets, certains décideurs. Bien sûr, les gens s'inquiètent, mais nous toujours on dit que ces jeunes-là, ils sont allés en Afghanistan ou en Irak parce qu'ils étaient poussés par Kadhafi. Quand la révolution a éclaté, ces jeunes-là sont les premiers qui sont venus pour défendre leur population, leur père, leur mère, et défendre leur pays. Et dès le début, ils ont dit qu'ils vont accepter le jeu démocratique. La majorité n'était pas des islamistes, ça, je le crois encore aujourd'hui. Qu'ils aient été parfois les plus vaillants, que Elsa Gizli me révèle à la fin de l'aventure comment les types chargés de ma protection sur le fondage d'Abia, c'était une brigade islamiste, ça c'est possible. Cette affaire a complètement déorienté leur logiciel, a complètement cassé, modifié en bien leur vision du monde. C'est-à-dire que ils vivaient
sur l'idée reçue, sur le préjugé d'un Occident substantiellement ennemi, qui était enfin, ontologiquement adversaire de l'islam en général, ben, ils ont découvert un nouveau visage. Un homme symbolise la déroutante donne libyenne, Abdelhakim Belhadj, combattant islamiste en Libye, puis aux côtés des talibans en Afghanistan, allié à Al-Qaïda. Arrêté en Asie en 2004 par la CIA, livré au régime de Kadhafi, emprisonné 7 ans. Il se trouve maintenant à la tête d'une importante faction dans ces montagnes de Nefouza, si déterminante pour prendre un jour Tripoli. Durant notre visite à Doha, en compagnie de M. Abdel Jalil, du ministre de la Défense et de quelques révolutionnaires, j'ai eu l'occasion de rencontrer les chefs militaires des pays de l'OTAN. J'ai même eu une entrevue avec le chef d'état-major de l'Élysée. La rencontre fut transparente. On y a échangé nos avis avec beaucoup de franchise. Vous savez, la question n'est pas d'éliminer l'autre ou de l'exterminer. Il est écrit « Dieu nous a créés différents afin que les uns fassent la connaissance des autres ». Bien sûr, c'était un risque. Et même éventuellement une menace sur l'avenir. Enfin, on avait le choix entre soutenir ce Conseil national de transition et tous ceux qui l'entouraient. Forcément, dans ceux qui l'entouraient, puisqu'il y avait toutes les forces hostiles au régime, il y avait aussi des forces plus ou moins menaçantes. Mais c'était ça ou Kadhafi, voilà. Alors qu'après, les services de renseignement, ils phosphoraient sur... oui, tout le monde peut se poser des questions, mais ça ne pouvait pas être déterminant. Voilà, mais vous savez, l'histoire est toujours tragique, et la politique, elle est confrontée au tragique de l'histoire. Vous ne savez pas à l'avance ce que les décisions que vous prenez vont avoir pour conséquences. Donc vous évaluez les conséquences, vous faites un pari sur les conséquences. Est-ce que ces gens se battaient d'abord pour le contrôle de leur pays? Ou est-ce que leur motivation principale était d'approcher islamiste extrême? Chez ceux que j'ai rencontrés, à aucun moment je n'ai détecté d'intention islamiste radicale. Le duel avec Kadhafi se révèle périlleux, l'avenir de la Libye incertain. Alors, en même temps qu'ils projettent de prendre Tripoli, les Occidentaux abattent une autre carte. Malgré maintenant 3 mois de bombardements quotidiens, Mouammar Kadhafi tient toujours sa capitale et une bonne part de son pays. Ce stratège rusé sait aussi que ses ennemis doutent. Il choisit ce moment pour paraître aux côtés d'un vieil ami russe, le président de la fédération d'un sport qu'il affectionne, les échecs. Par mon biais, il a transmis un message aux pays de l'OTAN, ce que j'ai fait. J'ai immédiatement écrit une lettre à Sarkozy, à Merkel, à tous les pays de l'OTAN qui bombardaient la Libye. J'ai écrit, il m'a demandé de vous transmettre de cesser complètement les tirs, les assassinats de civils, et d'entamer des négociations sans conditions préalables, pour trouver un accord sur l'avenir de la Libye, sans verser le sang, sans guerre. Sur l'échiquier du conflit, Kadhafi est la pièce maîtresse. Récemment inculpé par la Cour pénale internationale, il représente la principale raison de la poursuite de la guerre. Alors pour la coalition, le match nul devient tentant. Son retrait serait la solution idéale, la moins risquée. Dans ce pays coupé en deux,
elle ouvrirait la voie à un compromis politique entre le Conseil national de transition de Benghazi et une partie du régime de Tripoli. On a senti des formes de pression de la part de nos alliés. On a commencé à devoir écouter certains conseils. Peut-être qu'un compromis est nécessaire. Des initiatives politiques ont commencé à surgir de partout, de tous les côtés. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Tout le monde nous parlait d'initiatives politiques, vous savez. La France étant le fer de lance de la guerre, c'est d'abord à Paris que la partie se joue. Le président de la République reçoit en personne le plus proche conseiller de Kadhafi. Béchir Saleh, on le connaît, c'est le directeur de cabinet francophone, et c'était pour le président une façon de faire passer un message direct auprès de Kadhafi, en lui disant, voilà, vous avez le choix, ou bien vous arrêtez tout de suite les combats, vous renvoyez les troupes dans les casernes, et à ce moment-là, avant qu'il ne soit trop tard pour vous, nous pouvons vous garantir l'exil dans un pays où il aurait été protégé. Et puis il fallait d'autre part donner des garanties aussi au Conseil national de transition, enfin on dit bien que Kadhafi ne pourrait plus nuire. Nous avions sur le papier établi une liste de pays qui n'avaient pas l'obligation de transférer vers la Cour pénale internationale. Et on avait fait une liste exhaustive, laissant le choix éventuel à Kadhafi. Et j'ai rencontré le président. Il m'a raconté ce qui se passait avec Béchir Saleh. Et il m'a donné son bon conseil. Réfléchissez-y et revenez vers moi. Or, au même moment, les préparatifs pour libérer Tripoli se poursuivaient. Alors j'ai répondu, ok, on va prendre cette initiative au sérieux et blablabla. Il fallait juste gagner le maximum de temps avant que la prise de Tripoli puisse débuter. Alors que la réponse de Kadhafi à l'offre faite par la France au nom de la coalition tarde à venir, un nouvel acteur apparaît dans la coulisse, le Premier ministre Mahmoudi Bagdadi, numéro 2 du régime. Celui-ci fait passer un message par différents canaux, dont celui d'un homme d'affaires français bien vu à Tripoli, qui a œuvré par le passé au rapprochement avec la France. Bagdadi, c'est un élément du sérail, mais qui quand même, il comprend que le monde change, il sait qu'il faut que ça change, il le dit d'ailleurs en off, que Kadhafi, il n'est pas en phase avec la réalité, mais qu'il faut qu'il fasse attention. Lui, il l'a compris, lui, il voyage partout, il est moderne, globalement, il est pour des réformes. C'est son directeur de cabinet qui vient me parler et qui dit, voilà, on aimerait que vous commenciez à discuter, ouvrir une porte, est-ce que vous pouvez négocier avec la France? Est-ce que vous pouvez tenter quelque chose? Et j'ai dit, on va bien voir, on va essayer. Les Français voient tout de suite l'opportunité de remplacer Kadhafi par un dirigeant plus présentable, qui négocierait une transition en 12 heures avec la rébellion. À ce moment-là, on rencontre quelqu'un du ministère de la Défense, un petit café, digne d'un film, c'est vraiment ça, très discrètement. Là, on rencontre des gens de chez Longuet, ministère de la Défense. Ils parlent beaucoup des islamistes, ils disent c'est pas si simple que ça, vous allez voir, ça va être très compliqué après, vous pourrez pas gérer, si on casse tout, le système tribal, même si c'est vrai qu'il a évolué et que c'est plus le système d'il y a 25 ou 30 ans, mais quand même, c'est quand même bien présent, et ils sont là partout. Si on déstabilise tout ça, on n'arrivera pas à reconstruire, vous aurez la Libye en miettes, et ça mettra 10 ans avant de repartir. Et il le dit assez bien, je crois que c'est assez bien perçu. Mais toujours pareil, en face, ils disent, oui mais vous nous plaisez, on comprend ce que vous dites. Bagdadi, d'accord, on comprend bien. Mais est-ce que le Kadhafi, qui est quand même à la manœuvre toujours, est-ce que lui vraiment va suivre? Est-ce que Kadhafi est prêt à vous laisser la main? La pierre d'achoppement, c'est Kadhafi. Les Libyens exigent qu'il reste au pouvoir pendant d'éventuelles négociations de paix. Les Français refusent, jusqu'alors.
La force ne réglera pas leurs problèmes entre eux. Nous avons arrêté la main qui allait frapper et nous leur demandons de parler entre eux. Il n'y a pas de solution de force satisfaisante. Même si Kadhafi n'est pas parti. Il sera dans une autre pièce de son palais, avec un autre titre. C'est une réunion qui est confidentielle, hein. On se dit pas qu'il ne faut rien dire, mais enfin en gros, on n'en parle pas. On verra bien ce que ça donnera. On repart et le lendemain, là, il surprend tout le monde. Le colonel Kadhafi peut rester en Libye, dans une autre pièce de son palais, avec un autre titre. On était tous très surpris, on se dit tiens, tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils veulent valider cette piste-là, cette ouverture-là, et ça la rend d'autant plus crédible à Tripoli, parce qu'à ce moment-là, tout le monde tire dans tous les sens. Saïf essaie des choses, l'autre frère ailleurs, tout le monde tire dans tous les sens. Et tout d'un coup, ce canal-là devient crédible aussi pour Tripoli, par la sortie de Longuet. Pour y voir clair dans le bluff des uns et des autres, un émissaire de haut rang est dépêché à Tripoli auprès de Bagdadi. Il s'agit d'un haut diplomate russe, pays resté neutre dans le conflit et qui jouit encore de la confiance des Libyens. Cette démarche s'est décidée un peu plus tôt, en marge du sommet du G8 de Deauville. Le président Medvedev a eu plusieurs tête-à-tête, avec le président Sarkozy, avec le président Obama, avec d'autres dirigeants. À la fin de la journée, après ces réunions, il m'a passé un coup de fil et il m'a dit « On nous demande de nous impliquer. Tu dois partir. » Il était essentiel que ce message soit transmis par l'émissaire de Medvedev, si possible directement à Kadhafi, pour ajouter sa force de conviction à celle de Nicolas Sarkozy. À la fin de la journée, je me suis entretenu avec le Premier ministre Mahmoudi Bagdadi. Il m'a semblé, je dirais, plutôt clivé. Il n'était pas nerveux. Il ne se lamentait pas. Simplement, il me parlait comme si tout était normal, sous contrôle. Ce qu'il voulait faire, et ce qu'il a fait, c'était me faire peur. Il m'a dit, nous sommes prêts à faire exploser tous les explosifs et les missiles que nous avons à Tripoli, si ils arrivent. Il, c'est-à-dire le CNT, le Conseil national de transition. Tripoli deviendrait un volcan. Une autre chose qu'il m'a dite, et bien sûr je pense que c'était une sorte de jeu, nous avons été approchés par des membres d'Al-Qaïda qui nous ont suggéré de lancer des attaques contre l'Europe de l'Ouest. Bien sûr, nous avons refusé. Mais qui sait ce que nous répondrons la prochaine fois? En fait, c'était comme si ce type avait été utilisé par son chef comme une sorte de messager. Face à l'envoyé du président russe, il voulait seulement faire passer un message. Ce n'était pas une conversation entre deux personnes qui veulent résoudre un problème. Ce type ne voulait rien résoudre du tout. Les Occidentaux se rendent à l'évidence. Kadhafi est le maître du jeu à Tripoli et pense bien le rester. Malgré tout, des initiatives politiques continuent encore un temps. Elles ont été toutes repoussées par le colonel Kadhafi, qui n'imaginait pas un instant, on revient à l'aveuglement, avoir à négocier sa reddition, puisqu'il pensait que de toute façon personne n'irait jusqu'au bout et qu'il était toujours plus puissant, alors qu'il était déjà, sa situation était déjà plus fragile. On avait maintenu des lignes directes. J'ai eu plusieurs conversations avec des responsables du régime de Kadhafi. C'était en permanence, s'il vous plaît, faisons un deal. Mais personne, à la fin des fins, personne, aucun d'entre eux ne pouvait nous assurer que Kadhafi était prêt à se retirer ou qu'un groupe dans le premier cercle était prêt à aller le voir et à lui dire « Maintenant, il faut que vous partiez pour le bien du pays ». Depuis le début, j'étais convaincu qu'il n'y avait pas de solution diplomatique avec Kadhafi. Lui, il voulait gagner du temps, il voulait jouer. Je ne crois pas que ma mission ait échoué. Le seul type qui ait échoué, c'est Mouammar Kadhafi. Parce qu'il se battait contre la réalité, contre le monde réel, contre la réelle politique. Il se battait contre sa propre nation et contre la communauté internationale.
Kadhafi a tout de même quelques vraies raisons d'espérer s'en sortir. Le mois du Ramadan est là, puis ce sera la rentrée de septembre et le dossier de la crise économique qui va monopoliser les énergies. Les Occidentaux ont-ils les moyens de poursuivre cette guerre au-delà de l'été? En accord avec leurs alliés de la coalition, les Français donnent le feu vert au CNT pour déclencher le plan de la prise de Tripoli. Il fallait que cette opération réussisse. C'était l'unique espoir de décapiter le régime. Si on échouait, Dieu nous en préserve, alors on aurait été soumis à toutes sortes de pressions politiques. J'étais moi-même prêt à démissionner, à quitter la scène sur le champ en cas d'échec. Là, il y a une sorte de fébrilité à l'Élysée. On sent que l'issue est imminente, c'est la poussée finale. Et en même temps, il y a une grande angoisse. Comment est-ce que ça va se passer dans Tripoli? Ils étaient très préoccupés par la sécurité à Tripoli après l'opération. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez faire pour éviter le chaos? Ce genre de questions. On n'avait pas de réponse. On leur disait seulement, on n'en sait rien. Le plan était prévu pour être déclenché après la rupture du jeûne du Ramadan. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde est occupé chez soi, à dîner ou à prier. Autour de 14 heures ce jour-là, j'ai reçu un appel du chef d'état-major qatari disant qu'il venait de recevoir un appel du quartier général de l'OTAN. Il vous demande de repousser le plan à nouveau. J'ai dit, pas question. Je ne peux pas appeler les gens dans la salle des opérations à Zintan ou à Tripoli. Il me tuerait. Il m'a dit, oui, mais l'OTAN insiste. J'ai répondu, écoutez, si je les appelle, je suis sûr qu'ils vont me raccrocher au nez. Mais je vous promets que je vais passer le coup de fil. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment où je leur ai dit, l'OTAN dit que, blouf, le téléphone était coupé. Depuis les montagnes de Nefouza, ainsi que depuis la ville de Misrata, les rebelles foncent sur Tripoli. Alors que les premiers combats éclatent, Kadhafi se trouve encore dans sa capitale. Mohamed Kadhafi m'a appelé. Il m'a dit que son père souhaitait me parler. Et comme il y avait des combats là-bas, on entendait des bombes. Il m'a dit, il ne peut pas vous parler longuement, parce que l'OTAN pourrait découvrir où il se trouve et nous envoyer un missile. Le colonel Muammar Kadhafi a parlé en arabe. Son fils a ensuite traduit. Il m'a dit, Kirzan, je veux dire par votre intermédiaire que je n'abandonnerai pas le pays. Beaucoup disent que je vais fuir. Je suis ici à Tripoli et je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sang. Kadhafi m'a dit encore une chose importante. Kirzan, je n'ai plus confiance dans les pays occidentaux. Si tout se termine normalement, je n'aurai plus aucune relation avec les démocraties occidentales. Pourquoi? Parce qu'en 2003, nous avons signé un accord. J'ai renoncé à mon programme d'armement. Je n'ai pas acheté de fusées, je n'ai pas développé de programme nucléaire comme la Corée du Nord. Au lieu de cela, les pays de l'OTAN, eux, s'armaient. Ils sont venus et là, ils me bombardent. Et maintenant, que pensent les pays du tiers-monde, d'Afrique, d'Asie, les petits pays d'Europe aussi? Ils pensent qu'il faut s'armer. Et l'Iran maintenant se dit, à quoi bon rester sans rien faire? Il nous faut la bombe atomique, et ainsi de suite. Les cellules dormantes prennent les points clés. Puis les milices rebelles, appuyées par des centaines de forces spéciales de plusieurs nations, parmi lesquelles de nombreux Qataris, investissent la capitale libyenne.
On a commencé à y croire lorsque les gens du Djebel Nafoussa sont descendus sur la côte et ont coupé la route de Tripoli vers la Tunisie. Mais la prise de Tripoli, c'est une surprise, c'est moins d'une semaine de combat. Le régime a finalement effondré plus vite que était raisonnable de l'envisager. Voilà. Je pense qu'on avait aussi surévalué la solidité du régime. Le 24 août, après de durs combats, le palais de Kadhafi et son dédale de fortification est pris. Le dictateur déchu, lui, est introuvable. Tripoli est aux mains du CNT, mais aussi de dizaines de groupes armés de toute la Libye. Plus ou moins disciplinés, rétifs à l'autorité du CNT. Ils entendent obtenir leur part du pouvoir. Il y a même un invité non prévu. Abdelhakim Belhadj, l'ancien djihadiste, qui se proclame chef militaire de Tripoli devant les caméras de la chaîne qatari Al Jazeera. Quand ils sont entrés à Tripoli, ils étaient accompagnés de la chaîne Al Jazeera. On a tout de suite senti qu'il y avait un complot. Nos forces nous ont dit qu'il n'y avait pas du tout d'accord là-dessus. Ils étaient mieux armés, mieux financés, totalement soutenus par les médias, comme si tout cela avait été préparé de longue date. Belhadj, dont les forces reçoivent des armements lourds et des fonds en provenance du Qatar, sur l'aéroport de Tripoli tombé entre ses mains. Pour peser sur la nouvelle Libye, l'émirat a choisi de s'appuyer sur des islamistes avec lesquels il a des proximités idéologiques, aux grandes dames des Occidentaux, qui soutiennent eux un CNT qui peine à asseoir son pouvoir sur Tripoli. Une sourde guerre d'influence a commencé. On a bien senti que le Qatar penchait en faveur de certaines factions politiques. Nos alliés occidentaux, je ne crois pas qu'eux-mêmes s'y attendaient. Ou alors, ils nous auraient avertis. En tout cas, c'est ce que je pense. Nous, en tout cas, on ne s'y attendait pas. La question de Belhadj et des islamistes, c'est un sujet sur lequel il faudra se pencher quand il sera temps. Est-ce que nos alliés qataris se sont un peu trop appuyés sur la fin sur cette mouvance-là? Est-ce que ça a déplu? Il n'y a aucune ombre entre la France et le Qatar. Voilà. Kadhafi se réfugie à Sirte, sa ville natale, avec son dernier carré de fidèles, où il résiste encore 2 mois. À la chute de la ville, il tente de fuir. Il n'est plus qu'un homme traqué, dont la survie retarde la fin du conflit. On ne savait pas que le colonel Kadhafi était à bord de ce convoi armé. Un convoi armé, c'est une cible légitime, parce qu'il peut menacer les civils. Parmi les avions disponibles dans le secteur, il y a un avion français, et en effet, ce tir a désorganisé les fuyards et qui sont partis un peu en sauve-qui-peut général, et c'est dans ce sauve-qui-peut général que Kadhafi a été retrouvé dans les conditions que l'on sait, et avec une fin qui est à l'image du caractère tragique qu'il a donné à sa vie et qu'il a choisi lui-même finalement. Est-ce que vous avez une réaction à la mort de M. Kadhafi?
L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. L'action qui a été engagée a permis cette espérance. Pour éviter des massacres annoncés, au nom aussi de la réelle politique, l'Occident, et au premier rang la France, ont précipité la chute du colonel Kadhafi. Tantôt son meilleur, tantôt son pire ennemi. À l'issue de ce combat à mort, reste une Libye à l'avenir incertain. Entre démocratie espérée ou dictature islamiste redoutée.